Bonsoir à tous. À la une de ce journal, des images choquantes des jeunes mères et leurs bébés séquestrés dans une maternité contraintes de régler les frais d'accouchement malgré leur indigence. Cette situation a provoqué une avalanche de critiques sur l'hôpital central de Yaoundé. Dans ce journal, son directeur refute ces accusations, non sans poser le problème de la gestion des cas d'indigence dans les hôpitaux publics. Les élections présidentielles au Zimbabwe et au Mali cristallisent l'attention de la communauté africaine. Vous suivrez dans ce journal comment les différents challengers des présidents sortants contestent les résultats de ces élections. On fait le point dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Après une avalanche de critiques sur la séquestration de jeunes femmes et leurs bébés dans une maternité, l'hôpital central refute ces accusations. Pourtant, des images choquantes montrent ces femmes et leurs enfants dans un espace exigu et elles sont présentées comme des femmes indigentes, contraintes de rester dans cette pièce sans avoir payé totalement les frais d'accouchement. L'hôpital central ne reconnaît pas les faits, mais pose le problème de la gestion des cas d'indigence dans les hôpitaux publics au Cameroun. Reportage Élisée Bogba et Ike Cyril. L'image a fait le tour des réseaux sociaux. La presse également s'en est fait l'écho. Des mères d'enfants séquestrées à l'hôpital central de Yaoundé pour n'avoir pas payé les frais d'accouchement. Mais pour la direction de l'hôpital central, il s'agit d'un fake news, une simple manipulation pour ternir son image. Ces femmes sont assises, certaines sur le lit, certaines à même le sol, en train de donner le sein à leur enfant. Regardez bien, il n'y a pas un signe de souffrance sur leur face, premièrement. Maintenant, regardez les lits. Les lits sont bien faits. Qui a fait les lits? Troisièmement, regardez, la porte est ouverte. Nous n'avons pas de cachot à l'hôpital, nous avons des salles d'hospitalisation. Il y a eu une manipulation, faire asseoir ces femmes comme ça là, prendre une photo, parce que ça ne ressemble à rien en ce qui nous concerne. Ça ne nous ressemble pas. Mais l'hôpital central de Yaoundé ne nie pas l'existence d'un tel phénomène. Il existe effectivement des patients qui ne payent pas leurs factures. Mais leurs cas sont gérés par le service social et la commission des indigences qui n'a pas besoin de recourir à la séquestration. On a 4000, au moins 4000 accouchements par an. S'il fallait séquestrer, la maternité serait pleine de tels cas. C'est pour ça que nous avons le service social. Nous avons une commission d'indigence pour décrypter qui peut, qui ne paye pas. Celui qui peut, on négocie. Celui qui ne paye pas, la commission d'indigence me fait le rapport de l'indigence, on libère. Un seul cas, pour l'instant, retient l'attention à l'hôpital central de Yaoundé. Celui d'une maman dont on est sans nouvelles des membres de la famille. J'ai une femme qui est au pavillon Le Riche, une maman. Elle est guérie, on demande à ses enfants de venir la chercher. Puisque moi-même j'ai appelé. Gratuitement, parce que quand il reste plus longtemps, il nous coûte plus cher. Un malade qui reste plus longtemps à l'hôpital nous coûte plus cher. Parce que l'occupant dit que notre malade aurait dû occuper. En clair, l'hôpital central de Yaoundé reçoit en moyenne 4000 femmes enceintes chaque mois. Les factures impayées après accouchement, selon les responsables de l'hôpital, s'élèvent à environ 7 millions de francs CFA depuis le début de l'année. Dans le reste de l'actualité, le G20, ses leaders politiques pro-Biya, s'insurgent contre cette proposition de libération des prisonniers interpellés et condamnés dans le cadre de la crise anglophone. Ils ont réitéré à Douala leur soutien à la candidature de Paul Biya, candidat du RDPC à l'élection présidentielle. Face à la presse, ils ont décliné les axes de leur campagne qui est à venir dans les toutes prochaines semaines. Des précisions avec Sylvestre Hippolyte Zangaou. Ils le clament haut et fort. Ils ne sont pas des militants du RDPC.
Jean de Dieu Momo, Robert Bapor-Lipote, Banda Kani, Isaac Fezé et les autres membres du G20 n'hésitent pourtant pas à emprunter ce chant, régulièrement entonné dans les rangs du Parti de la Flamme, pour réitérer leur soutien à la candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. 2 semaines après avoir pris cette initiative, les critiques qu'ils essuient, même au sein de leurs partis politiques respectifs, ne les démobilisent pas. Jean de Dieu Momo, du PADEC par exemple, affirme qu'il reste convaincu d'avoir fait le bon choix. Paul Biya, notre président, Paul Biya. Les enfants ne jettent les cailloux qu'à un arbre qui a de bons fruits. Ça veut dire que nous sommes sur le chemin de la vérité. Moi aussi, tout bête, j'ai critiqué longtemps Paul Biya, je l'ai insulté, j'ai dit tout, alors que c'était le chemin de la vérité. Donc aujourd'hui, je ressens ce que Paul Biya ressentait quand moi je l'insultais. Les gens m'insultent quand je lui dis que je me suis trompé, je m'étais trompé, mais à culpa. Le bon chemin c'était Paul Biya. Le bon chemin restait encore et demain Paul Biya. Isaac Fezé du parti Merci et Robert Bapor-Lipote de l'UPC disent également ne pas être ébranlés par ceux qui considèrent qu'ils font fausse route. Sans ces critiques, on ne vit pas. Le Cameroun, c'est des hommes. Nous pensons qu'il faut passer, au lieu de critiquer et passer à l'action. Le parti Merci est venu implémenter quelque chose et c'est là en train de prendre corps. Le chef de l'État trace maintenant la route pour l'émergence du Cameroun. Vous voulez qu'on se soustrait à ça? Ça veut donc dire que nous sommes venus blaguer. Et je pense que nous ne sommes pas venus blaguer. Ce que nous avons fait, c'est l'avantage pour le peuple camerounais. Nous comprenons ces critiques qui en réalité témoignent de l'urgence qu'il y a aujourd'hui à former nos populations pour qu'elles soient à même à comprendre les enjeux. Parce que quand un peuple ne comprend pas les enjeux, il est prêt à être embarqué dans des aventures qui peuvent devenir nocives par rapport à l'avenir d'un pays. Le groupe des 20 entend donc rester mobilisé autour de la candidature de Paul Biya. Précisons que le président du PADEC, maître Jean de Dieu Momo, relativise cette démission en cascade enregistrée dans son parti politique à la suite de sa décision de soutenir le candidat du RDPC à la prochaine élection présidentielle. Maître Jean de Dieu Momo qui pense qu'ils n'ont pas compris la vraie idéologie de son parti politique, à savoir soutenir selon lui le candidat Paul Biya. Il fait savoir qu'une assemblée générale extraordinaire s'est tenue pour l'intégration de nouveaux militants au sein du PADEC. Je vous propose de l'écouter. Je voudrais insister pour dire que ils sont partis parce qu'ils n'ont pas compris la philosophie du parti. Donc c'est notre faute de n'avoir pas expliqué suffisamment à ces gens qui se sont égarés que la voie du patriotisme, le patriote se relève, se met debout quand le pays est en danger. Ils abandonnent une barque, ils abandonnent la barque du Cameroun. Au moment où le Cameroun est en train de se défendre contre l'impérialiste, contre l'épervier qui vient attraper les poussins au Cameroun. Le camp des nationalistes patriotes, notre camp, avec les militants, ça c'est, ils ont tenu une assemblée. Je suis venu rapidement pour présider. Ils ont remplacé déjà les 4 ou 6 personnes qui sont parties, puisque je crois qu'ils sont 6 qui sont partis. Mais je pense que le parti continue. D'ailleurs, nous avons enregistré 2 nouveaux militants d'une espèce rare, d'une qualité exceptionnelle, qui sont venus renforcer notre dispositif et franchement, et qui nous renforcent que nous avons pris le bon chemin. Parlons à présent d'économie, des jeunes start-upers camerounais qui exposent leur savoir-faire. Ils s'illustrent dans le domaine de la robotique, l'informatique et l'impression 3D. Lors d'une visite d'une délégation israélienne, celle-ci a promis d'accompagner des étudiants camerounais dans les hautes technologies avec le savoir-faire de ce pays. Des précisions avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Une balade virtuelle dans les rayons d'un supermarché ou d'un entrepôt. Il faut s'appeler Bertrand Solanga pour réaliser un tel exploit.
Le jeune licencié en physique de 22 ans est le fondateur de la start-up Sima qui opère dans le secteur de la réalité virtuelle. Ce que vous voyez, c'est la visite virtuelle d'un entrepôt. Le but est de permettre à ceux qui sont hors du pays ou dans le pays de visiter des endroits qu'ils ne peuvent pas visiter depuis où ils se trouvent. Alors on a décidé de créer une forme de plateforme de visite virtuelle pour promouvoir le tourisme au Cameroun et donner une visibilité aux commerces locaux sur le marché international. Que dire de la trouvaille de Geoffroy Fomokong, jeune ingénieur en radiocommunication, mais déjà porteur d'un ambitieux projet. Bon, ce projet que j'ai présenté, qui est la serre intelligente, un incubateur pour créer une deuxième nature pour les plantes, auquel on reçoit les notifications de la température des plantes. On peut contrôler l'irrigation, donc pour pouvoir irriguer les plantes goutte par goutte. Pour cela, nous avons utilisé la technologie Internet des objets pour pouvoir faire notre système. Ici se forment des jeunes passionnés de robotique, mécatronique, électronique, informatique et autres impressions 3D. Le plus dur dans cet exercice passionnant est l'acquisition de la matière première. On a la chance d'avoir des incubateurs, des technopoles comme le technopole de Kribi, le centre d'innovation de l'océan à Kribi, qui nous aide dans le matériel. Parce que c'est grâce à leur caméra 360 qu'on a pu concevoir ce que vous avez vu. C'est vrai que jusqu'à présent, on a un sérieux problème de matériel. On ne s'appuie pas de matériel comme les capteurs. Ça ne se fabrique pas ici. Ça se fabrique plutôt ailleurs. Pour l'avoir, c'était très difficile. Il fallait acheter et adapter. Dans le prix de ça, le coût de cela, donc on était forcé à pouvoir fabriquer pour nous. C'est ça qu'on a fabriqué une serre nous-mêmes et fabriquer notre propre système. Aux côtés du gouvernement, l'État d'Israël apporte son soutien afin que ces jeunes talents marquent d'une empreinte particulière la révolution qui s'opère lentement mais sûrement dans le vaste champ de l'économie numérique. The Israeli embassy is extremely proud to support the education sector and the high-tech sector of Cameroon. La promotion du high-tech et de l'innovation et de la technologie constitue un pan important de l'activité de la mission israélienne au Cameroun. Et l'expérience que Israël a fait dans le développement de son économie à travers le high-tech et l'innovation est l'expérience qu'il souhaite partager avec son partenaire camerounais. And they represent exactly the kind of model school that this country needs. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que le Cameroun regorge des talents. Il faut simplement les valoriser, ce qui n'est malheureusement pas toujours le cas, hélas. Les travaux de construction d'un centre hospitalier régional avancent à pas de tortue à Bertois, dans la région de l'Est. C'est le constat qu'a fait le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, met la pression sur les entreprises prestataires afin qu'elles livrent le chantier d'ici 2019. Des précisions avec Benjamin Issam. Malgré le retard accusé, l'ouvrage d'une capacité d'accueil de 112 lits d'hospitalisation pour 600 personnels sort progressivement du sol. Le centre hospitalier régional de Bertois, situé à l'entrée du quartier Birpondo, est un projet gouvernemental de grande importance pour la santé des populations. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a donc arrêté un plan d'urgence triennal. Ce plan d'urgence qui consiste à construire des hôpitaux de référence dans tous les chefs-lieux de région. L'hôpital régional, le centre hospitalier régional de Bertois, prendre encore, parce que nous sommes déjà au second niveau. Et nous expectons qu'à la fin du mois d'octobre, nous serons déjà à la phase toiture, sachant qu'en début d'année, cet hôpital sera réceptionné en tant que gros œuvre et second œuvre. Bâti sur une superficie de 5 hectares, ce chantier devra être livré en début 2019. C'est un chantier qui a connu certaines difficultés. On avait donc pris du retard, mais je me réjouis du rythme que j'ai trouvé, parce que le chantier a beaucoup évolué. Vous voyez que c'est un grand hôpital. J'ai noté qu'il y avait 200 ouvriers et avec le démarrage des corps de classe secondaire, l'entreprise s'est engagée à monter à peu près à 300 ouvriers. C'est le minimum pour qu'on puisse tenir le rythme. Je préfère que la qualité que j'ai remarquée continue à l'être, donc il ne sert à rien de courir.
mais il faut faire du travail de qualité. L'entreprise en charge des travaux en a conscience des délais prescrits par André Mamafouda. Moi, j'ai promis à ce que fin octobre, on donnera tout pour elle, c'est-à-dire y compris à charpente. Et probablement février à mars, à mi-mars, on livrera ça. D'accord, on est très confiants aujourd'hui, on avait des problèmes qui sont derrière nous. Comme vous l'avez remarqué, donc finalement on a 200 personnes aujourd'hui. Et c'est la semaine prochaine, donc il va y avoir encore d'autres d'état qui arrivent, que ce soit charpente, que ce soit l'électrotechnique, plomberie, électricité. Donc d'ici fin août, on aura pas loin de 300-350 personnes. Le centre hospitalier régional de Berthoud a une vocation généraliste, mais devra aussi s'occuper des maladies internes du crâne. Une fierté pour les populations du Soleil Levant. Le Premier ministre Philémon a reçu les autorités traditionnelles récemment libérées à Boya, dans la région du sud-ouest. Elles ont fait le déplacement pour Yaoundé. Philémon a exprimé la détermination et l'engagement du chef de l'État à protéger les populations dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et bien avant cette audience accordée chez le Premier ministre, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, a promis des lendemains difficiles aux terroristes et leurs différents soutiens financiers basés à l'étranger. Il a salué la bravoure et le sens élevé de patriotisme de la part de ces chefs traditionnels récemment en captivité dans la région du sud-ouest. Le ministre de l'administration territoriale invite les groupes armés sécessionnistes à déposer les armes. Je vous propose d'écouter Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale. Je voudrais vous dire que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, garant de la Constitution, chef des armées, a donné des instructions fermes à qui de droit que l'ordre soit rétabli et l'autorité de l'État sera rétablie. Et que nos forces de défense et de sécurité, qui sont des forces professionnelles, ont également reçu pour consigne de protéger les populations, mais de traquer les terroristes et de les remettre à la justice. Les terroristes vont payer de leurs atrocités. Ils vont payer pour les crimes. Le Cameroun est un état de droit. Nul n'a le droit de commettre des atrocités. Vous ne pouvez pas au même moment vous demander le développement, vous demander, mais vous êtes là pour brûler les maisons, détruire les biens publics et privés. Non, vous ne vous êtes pas laissé embourber dans une voie sans issue. Les terroristes sont dans une aventure sans lendemain. Les terroristes ont franchi le seuil de la tolérance. Ils ont kidnappé les chefs traditionnels. Ils ont violé plus de 1450 jeunes filles âgées de 11 à 14 ans. Ils ont tué des forces de maintien, de l'ordre et de sécurité qui sont là pour préserver les populations. Ils ont détruit les biens publics, privés. Ils ont empêché les enfants d'aller à l'école. Je voudrais même vous dire que ceux qui financent ces actes barbares, ces atrocités, bien qu'ils soient à l'étranger, ils ont été clairement identifiés. Et tôt ou tard, les avions ou l'avion qui a ramené leurs acolytes du Nigeria, le même avion partira et cet avion les ramènera au Cameroun. Les pouvoirs publics peinent à lutter contre l'incivisme fiscal chez les automobilistes à Douala. La phase de sanction a été récemment lancée dans le 2e arrondissement de la capitale économique du Cameroun. Des précisions avec Innocent Abega et Isabelle Carole Zoupet. C'est une opération coup de poing que vient de mener le premier adjoint au sous-préfet de Douala 2e, accompagné des syndicalistes nationaux, des travailleurs, des transporteurs du Cameroun et des forces de maintien de l'ordre dans la lutte contre le désordre urbain et l'incivisme fiscal. Cette opération exécutée sur les différentes artères du 2e arrondissement de la cité capitale économique a permis de mettre la main sur plusieurs automobilistes véreux qui peinent à être en règle et font tout de même de la résistance. Nous sommes descendus pour traquer tous les automobilistes dans le cadre de la lutte contre l'incivisme fiscal et le désordre urbain. Bon, l'opération ne peut pas se dérouler sans heurts. Vous voyez bien ce cas de résistance actuel où la dame, justement, n'a pas de visite technique. Sa visite technique est périmée depuis plus de 6 mois. On veut amener le véhicule en fourrière, mais elle passe le clair de son temps
appeler à gauche et à droite et à crier sur tous les toits que je suis en train de la menacer. Voilà autant de difficultés que nous avons sur le terrain. C'était donc tolérance zéro durant toute cette première journée de contrôle de pièces de véhicules. Ceci dit, un bon nombre de conducteurs, ne s'étant pas acquittés de leurs obligations fiscales, ont vu leurs véhicules être mis en fourrière. Il y a toutes les pièces là-dedans. S'il n'y a pas toutes les pièces, je me verrai dans la triste obligation de conduire le véhicule en fourrière jusqu'à ce que la situation soit régularisée. Ça. Pourtant, de bons résultats auraient pu être obtenus en matière de civisme dans cette localité si et seulement si la campagne de sensibilisation faite quelques semaines plus tôt n'était pas tombée dans des oreilles des sourds. Nous sommes descendus régulièrement sur le terrain. Malheureusement, vous savez que les gens ont une huile trop dure ici à Douala. C'est assez compliqué. Néanmoins, nous passons maintenant à la phase répressive. Ça passe ici ou ça casse. Les pouvoirs publics gagneraient à redoubler d'ardeur pour mettre fin à ce vieux fléau qui participe à assécher les caisses de l'État. Dans l'escale internationale, certains candidats de l'opposition contestent les résultats des présidentielles au Mali et au Zimbabwe. On voit tout cela dans la mouture internationale signée Donald Brice Kamgan. Juste 50% de voix pour Emmerson Mnangagwa. Le candidat de la ZANU-PF, boudé par l'ex-chef de l'État Robert Mugabe, qui a préféré à la surprise générale apporter son soutien au leader de l'opposition Nelson Chamisa, arrive en tête. Le chef de file de l'opposition s'en sort avec 44% de suffrages. Nelson Chamisa, du Mouvement démocratique pour le changement, dénonce des irrégularités dans le processus électoral. Il a saisi la justice pour l'annulation du vote. Le président élu officiellement, Emmerson Mnangagwa, a lancé un appel pour la paix, l'unité et pour un Zimbabwe pour tous. Le scrutin est historique. C'est le tout premier depuis la démission en fin 2017 de Robert Mugabe, près de 40 ans de règne. Pour Harare, c'est aussi l'occasion d'envoyer des signes d'ouverture démocratique à une communauté internationale très attentive. Le vote a été globalement serein en dépit des morts enregistrés lors des manifestations de l'opposition. Au Mali, il faudra encore attendre le 12 août prochain pour savoir qui de Ibrahim Boubacar Keïta ou de Soumaïla Cissé l'emportera. Le chef de l'État sortant n'a eu que 41% de voix contre 17 pour le chef de file de l'opposition. L'affiche du deuxième tour est un remake de la dernière présidentielle. Les deux candidats s'étaient déjà affrontés en 2013. Avant le 12 août, le Conseil constitutionnel devrait valider les résultats du premier tour. Le jeu des alliances se met d'ores et déjà en place dans les deux camps. C'est la toute première fois néanmoins qu'un candidat sortant est contraint au deuxième tour au Mali. Le vote a été calme au premier tour, en dépit de quelques attaques contre les centres et matériel de vote. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition du 20h, Serge Alain Autou et ses invités font le débrief du journal sur Equinox Soir. Serge Alain. Oui, Cédric nous fait une dizaine de maires séquestrés à l'hôpital central de Yaoundé. Un fake news. Et l'hôpital central qui estime que certes, ces femmes sont internées dans ces maternités, mais n'ont jamais été séquestrées, selon la version du directeur de l'hôpital central, qui pose l'épineux problème de la gestion des cas d'indigence dans les hôpitaux publics. Y a-t-il toujours de l'argent? Y a-t-il ce côté humanitaire dans la prise en charge de ces femmes qui viennent de mettre au monde des bébés? Vous allez certainement décoder cette situation, Serge Alain. Voilà le ministre Paula Tangadi qui promet des lendemains difficiles à ceux qui ont pris les armes contre l'armée. Effectivement, le ton menaçant du gouvernement face à ces multiples attaques contre des civils, contre les chefs traditionnels, mais aussi les forces de sécurité déployées sur le théâtre de la crise anglophone pour protéger les populations et préserver l'intégrité du territoire à 3 semaines de la conférence générale anglophone. Le ministre qui appelle également les différents séparatistes à déposer les armes. Aussi, le G20, 2 semaines, ils étaient à Yaoundé. Cette fois-ci, ils ont mis le cap sur Douala. Ils continuent leur campagne, vous les avez suivis, Serge Alain, qui continue cette fois-ci de tonner à la place des militants du RDPC, d'en tonner également
ces champs pro-BIA à quelques jours de la publication de la liste des candidats retenus pour cette élection présidentielle. Malgré l'avalanche de critiques, ils maintiennent leur position, à savoir soutenir la candidature du président sortant. Voilà, Cédric, bonsoir. Rendez-vous lundi. Rendez-vous lundi, Serge Alain. 20h. Madame, Monsieur, le débrief dans un instant.